Ça a été rappelé, je suis issu de Médecins sans frontières, j'ai une certaine culture de l'action humanitaire qu'incarne Médecins sans frontières, donc à la fois une pratique médicale humanitaire en général, mais aussi un engagement opérationnel, si j'ose dire, dans des situations de conflit armé. Donc c'est à partir d'un point de vue, disons, de praticien, de mon expérience propre, mais aussi de l'expérience collective, et surtout de l'expérience collective accumulée dans le cadre de l'NSF, que je m'exprime ici. C'est donc pas du tout un point de vue de juriste, mais un point de vue d'un acteur dans les conflits, qui situe aussi son action dans le cadre du droit humanitaire et qui donc a tendance à la problématiser, disons, histoire afin de tenter de mieux s'y retrouver. Dans la fin de l'exposé précédent, on voyait déjà se dessiner une sorte de critique assez... retrouver plutôt une critique assez classique du droit. Le droit n'est-il une sorte de formalisme abstrait destiné à cacher les véritables rapports de force, à leur donner un habillage acceptable, ou est-il au contraire un instrument profond de régulation et de cheminement vers la justice? Je me garderai bien de trancher ce débat, mais je voudrais d'emblée introduire une notion différente dans celui-ci, à savoir le fait que dans un espace donné, le droit retranscrit des normes plus ou moins établies, des normes dominantes ou des objectifs souhaitables, et que c'est la délibération politique dans ce cadre territorial qui permet de faire évoluer ces normes, de les discuter, de les installer. La caractéristique du droit international humanitaire, c'est d'abord qu'il est international, c'est-à-dire qu'il prend place dans un espace pas ou très peu régulé. Et que dans cet espace, les normes sont extrêmement discutables, et que, disons, les principes du droit des gens et de la conscience publique qui sont acceptés par les nations civilisées, pour reprendre à quelques mots près la clause qui figure en tête des différents protocoles humanitaires, se fondent sur une fiction que la réalité dément tous les jours. Donc on a là un point d'appui qui est déjà plutôt fragile et qui, je pense, explique le caractère contradictoire, ambigu en tout cas, d'un certain nombre de ces dispositions. Et donc, pour y voir un peu plus clair, il me semble qu'il est intéressant de resituer le droit humanitaire dans une perspective historique qui, pour moi, ne se dissocie pas d'une perspective politique. Pour l'air historico-politique, enfin, pour faire plus simple, c'est historique. La première convention de Genève fait suite, chacun le sait bien, aux observations faites lors de la bataille de Solferino, et le fond de cette convention, c'est la distinction entre combattants et non-combattants, les combattants pouvant être tués, en gros, les non-combattants devant être épargnés. Et c'est à partir de cet espace moral-là que l'on a cessé de faire progresser tout au long des conventions ultérieures, que l'on peut examiner, me semble-t-il, cette notion apparemment irrécusable, cette distinction apparemment irrécusable, et la construction juridique qui en est issue. Il me semble que le premier constat historique que l'on peut faire dans ces conditions, c'est que la bataille, c'est-à-dire l'événement à partir duquel cette construction a été élaborée, est la dernière de son genre. Solferino, est resté pour, comme le cadre de tribulation de Henri Dunant. Je signale au passage d'ailleurs qu'on n'est pas du tout sûr que Henri Dunant était à la bataille de Solferino. Il est même probable qu'il n'y était pas et que son témoignage se fonde sur des informations de deuxième main. Mais ça, c'est juste pour un sourire. Ce qui est surtout frappant, c'est que cette bataille qui a été particulièrement meurtrière et qui d'ailleurs a provoqué
une mortalité essentiellement due aux blessures, contrairement aux autres batailles du siècle qui, elles, tuaient essentiellement par des maladies, par les épidémies qui se développaient dans le cadre de ces batailles. Cette bataille qu'on a pu comparer à la bataille d'Austerlitz, qui n'est pas restée comme une boucherie, parce qu'il y a cette notion du nom et de la Convention de Genève et qui l'a prolongée. Mais Solferino, c'est le modèle de la bataille duel. Duel au sens d'un rendez-vous que se donnent les belligérants pour s'affronter dans un champ qui devient un champ de bataille, mais qui est à proprement parler un champ. C'est-à-dire que le lieu et le temps de la bataille sont décidés d'un commun accord par les belligérants qui commencent à l'aube et terminent au crépuscule, ramassent éventuellement leurs blessés et reprennent le cours de leurs occupations destructrices le lendemain, et dans une confrontation qui est celle de deux armées en uniforme. D'ailleurs, l'uniforme à l'époque était le contraire de l'uniforme d'aujourd'hui. C'était un uniforme qui visait à, si j'ose dire, à rendre visibles les combattants, enfin les coiffes, les couleurs, les fifres, les tambours. On n'imagine pas aujourd'hui des commandos arriver en rouge vif, en train de jouer de la trompette ou de battre le tambour pour se faire repérer. Rien que cet aspect graphique nous donne une idée de la transformation profonde des conflits qui s'est opérée à ce moment-là. Mais il se trouve que c'est dans les suites immédiates de la bataille de Solferino, sans qu'il y ait un rapport direct, mais plutôt en rapport avec l'évolution du contexte, l'évolution des sciences, des techniques, des formes politiques. Et il se trouve que donc la suite a totalement explosé ce modèle initial sur lequel se fonde le droit humanitaire. Et pour le dire très vite, les guerres sont devenues des guerres civiles, qu'elles soient internationales ou nationales. C'est aussi une raison pour laquelle, me semble-t-il, le droit humanitaire est relativement pris de court. Ça n'est pas dû au caractère borné et stupide des juristes qui s'y attaquent, c'est dû aux limites du droit à rendre compte des réalités politiques qui sont multiformes et complexes. Qu'il s'agisse de la Commune de Paris, de la guerre des bourgs, de la guerre de Cuba, qui, je signale au passage, ont vu ces deux guerres-là, donc les guerres de la fin du XIXe siècle, ont vu apparaître la notion de camp de concentration, elle-même en rapport direct avec le développement de la métallurgie, du train et des barbelés, en gros, et le train et les barbelés, qui ne peuvent pas être considérés a priori comme des armes de destruction massive, sont des armes de totalisation de la guerre. Et c'est bien le phénomène que je cherche à décrire, ce processus qui n'a cessé de s'étendre à partir du dernier tiers du XIXe siècle. La Première Guerre mondiale étant généralement considérée comme le moment où se cristallise ce phénomène de totalisation de la guerre, mais ce n'est pas un phénomène qui est tombé qui a éclaté comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. Il procédait lui-même, il avait déjà une histoire, et c'est dans le cadre de cette guerre mondialisée que cette histoire, d'un seul coup, nous est apparue comme une réalité tangible. Toujours est-il que la distinction entre le front et l'arrière, entre civils et combattants, entre combattants et non-combattants, s'est très largement effacée à la faveur de ce conflit, et les suites ont fait que confirmer ça. Mais dès l'origine, il est aussi intéressant de noter que la perspective de civilisation de la guerre, c'est-à-dire une norme morale qui s'imposait comme une évidence, peut faire l'objet d'une double mise en discussion. Une qui a déjà été évoquée à l'instant, et que l'on peut voir se traduire en 1901 par le premier prix Nobel de la paix accordé simultanément à Frédéric Passy, pacifiste, comme son nom aurait pu le laisser supposer, et à Henri Dunant, qui n'est pas un pacifiste, quoique la fin de sa vie est amenée plutôt vers ces horizons-là. Mais l'un voulait pacifier, voulait civiliser la guerre, l'autre voulait l'interdire. Et le premier prix Nobel de la paix a été donné à ces deux personnalités de façon
conjointe. Et la première discussion qui se déroule sur cette question est de savoir si précisément on n'est pas en train de rendre licite quelque chose qui ne peut être qu'un phénomène horrible, abominable, sans limite, monstrueux. Donc on doit rendre acceptable un phénomène monstrueux. Le deuxième, et qui me semble peut-être le deuxième point de discussion, qui me semble plus indicatif, parce que de toute façon, interdire la guerre, ça peut rester un objectif très louable, et personnellement, enfin, je pense qu'on serait nombreux ici à y souscrire sans savoir quoi faire pour arriver à cet objectif. Le deuxième, lui, le deuxième objet, le deuxième point de discussion est plus, comment dire, enfin, rend plus compte d'une certaine problématique qui est restée actuelle. C'est le caractère temporel des normes qui sont adaptées, le caractère historique, c'est-à-dire la façon dont ces normes rendent compte d'un certain nombre de représentations dominantes de l'époque. Par exemple, on connaît donc la Convention de Genève, 1864, ces grandes lignes qui ont été rappelées. On connaît moins la convention dite de Saint-Pétersbourg, celle qui allait acheminer vers le droit de la guerre, le droit dit de l'Est, c'est-à-dire le droit qui régit la conduite de la guerre. Par exemple, qui rend licite ou illicite certains types d'armements ou certaines techniques militaires. La convention de Saint-Pétersbourg contient une interdiction d'un certain type de munitions qui sont d'ailleurs toujours en vigueur, qui sont toujours utilisées aujourd'hui, les balles dites Dum-Dum. Ces balles qui sont, dont le sommet est peu trafiqué, et dont le bout, pardon, et dont la caractéristique est de provoquer des lésions effroyables parce qu'elles déchiquettent à l'intérieur du corps, elles ne sont pourtant pas transpercées, mais elles explosent pratiquement à l'intérieur de l'organisme. Donc, on imagine donc les dégâts effroyables qu'elles causent. Ces balles Dum-Dum ont été proposées à l'interdiction, sauf pour deux catégories de situations, la chasse au grand fauve, qui était l'une de leurs justifications, et les guerres coloniales. Donc l'association fauve sauvage, association assez classique dans le XIXe siècle, mais enfin qui n'est pas totalement effacée aujourd'hui. Si on pense par exemple à certains discours selon lesquels les Africains ne sont pas entrés dans l'histoire, qu'est-ce qui n'entre pas dans l'histoire? Ce sont les animaux. Les hommes ont une histoire, les bêtes n'en ont pas. Un chat d'aujourd'hui est équivalent à un chat du Moyen-Âge. Donc on voit que cet état d'esprit colonial ou impérial ou civilisateur, appelons-le comme on veut, d'une part n'a pas totalement disparu, là qui se traduit avec une brutalité particulièrement frappante dans ces conditions-là. Donc cette idée qu'il y a le droit humanitaire par définition s'adresse à l'humanité prise comme un tout dans un élan universaliste doit faire l'objet d'une réinterprétation selon les normes qui régissent la compréhension de ces notions qui n'ont rien d'intemporel, qui n'ont rien d'anhistorique et qui doivent être resituées dans un contexte. Ça renvoie à l'idée selon laquelle, par exemple, on pouvait être à la fois égalitariste et colonialiste, ce qui était le cas de la France du XIXe siècle, qui avait donc déjà la devise républicaine sur ses frontispices ou sur un certain nombre d'entre eux, mais qui pouvait néanmoins aller assujettir des régions entières avec des dizaines de millions de personnes dans le même mouvement. Et ça se traduit par cette... on peut rendre compte de cette contradiction par ce que Orwell a magnifiquement décrit dans La ferme des animaux, c'est-à-dire que tous les cochons sont égaux, surtout certains. Mais en poussant le cochon un petit peu plus loin, c'est-à-dire en lui donnant un statut philosophique, on s'aperçoit que ceux qui ont proclamé l'égalité s'estimaient par essence supérieurs à ceux que l'égalité visait, car ceux que l'égalité visait n'avaient pas proclamé l'égalité. Donc on était dans un niveau d'égalité supérieur, si j'ose dire, dès lors qu'on était l'énonciateur de ce grand moment, de cette grande parole de réconciliation des êtres humains entre eux.
Donc derrière ces notions universalistes, humanistes, égalitaristes, se cache, c'est même pas derrière, c'est pas juste derrière, à l'intérieur même de ces notions, se gisent un certain nombre de nuances ou d'interprétations qui doivent être présentes à l'esprit si on veut tenter de comprendre quelque chose. Je termine maintenant, après cette mise en cause, pour arriver tout de suite à l'époque moderne, en mettant en avant, en tentant de tordre le cou au passage à une idée qui me semble fausse, mais très largement répandue, selon laquelle les guerres d'hier faisaient essentiellement des victimes combattantes en uniforme, tandis que les guerres d'aujourd'hui visent principalement les civils. Il y a une espèce de regard nostalgique sur la guerre qu'on préfère, la guerre de 14-18, celle qui a été chantée par Brassens, et qui est régulièrement exhibée comme celle dans laquelle 90% des victimes étaient en uniforme, par opposition à ce qui se passe aujourd'hui, où les proportions sont inverses, comme je disais. Et je veux juste m'arrêter une seconde là-dessus, parce que ça compte dans la compréhension que l'on a des phénomènes politiques et militaires d'aujourd'hui, et parce que ça me paraît à la fois faux, historiquement, pour des raisons que j'ai déjà très largement indiquées auparavant, et en plus odieux. C'est faux parce que la totalisation de la guerre aboutit, lorsque par exemple la guerre de 14 met en uniforme 50 millions d'hommes, rien que ce chiffre-là doit nous amener à nous demander quelle est la distinction qu'on peut avoir, qu'on peut introduire la distinction en droit, enfin pas en droit positif, mais droit sur le plan philosophique, entre des civils et des gens en uniforme. C'est l'ensemble de la société mâle de l'époque qui a été dressée en uniforme et envoyée comme chair à canon. Donc cette légalisation de l'abaissement des êtres humains comme une modalité de la boucherie me semble pas être un accomplissement moral à mettre au crédit du droit humanitaire. C'est pourtant ce qui est indirectement fait lorsque on célèbre les mérites de cette guerre respectueuse des limites, etc. Alors c'est la guerre de la démesure, de l'hubris de la destruction, celle qui ouvre à tout le reste. Donc il y a déjà une sorte de point de vue méprisant sur les réalités politiques et humaines de l'époque qui mérite d'être souligné, d'autant plus qu'il est généralement fait au nom d'une certaine vision morale du monde. Par ailleurs, les lendemains de la guerre de 14 sont marqués par des paroxysmes de violence coloniale qui sont totalement effacés, coloniales ou de guerre civile, totalement effacés totalement absentes du radar humanitaire, ou dominant en tout cas. La guerre civile soviétique, les guerres de colonisation, la guerre d'Éthiopie, les guerres d'Indochine, la guerre civile espagnole, etc. Quant à la Deuxième Guerre mondiale, alors la présenter comme une guerre entre combattants, moi ça me désarme totalement, donc exit les génocides, exit les bombardements de masse, exit Hiroshima, exit absolument tout, quoi. On ne garde que le GI et le soldat de la Wehrmacht à l'esprit. Et ainsi de suite. Je ne vais pas développer, ce serait fastidieux, mais je pense que tout le monde a vu la chose. Donc, nous sommes dans une situation finalement assez classique, historiquement installée, dans laquelle, de fait, la distinction, la réalité a effacé la distinction entre civils et combattants, rendant d'autant plus difficile ce repère tout de même utile, parce que ça crée une sorte d'horizon, qui est le droit international humanitaire. Je voulais dire un mot de Gaza, est-ce que j'ai encore une minute ? On a tous à l'esprit, parce que ça s'est passé il y a un an, l'attaque de Gaza, enfin l'attaque contre le Hamas, comme disent les Israéliens, l'attaque contre Gaza, peut-on dire plus largement. Cette attaque a elle-même tendu à effacer les circonstances de Gaza, c'est-à-dire celles du blocus. Selon les juristes israéliens, et il ne faut pas oublier que l'armée israélienne, comme l'armée américaine et à peu près toutes les armées modernes structurées, ont des humanitaires en uniforme, c'est-à-dire des juristes militaires qui les conseillent et qui examinent à peu près tous les plans d'attaque, toutes les modalités concrètes de l'assaut. Selon eux, et là ça devient une discussion entre juristes à laquelle je ne me mêle évidemment
pas, mais ça ne m'empêche pas d'avoir mon jugement d'être humain et de citoyen. Mais selon les juristes, la déclaration de Gaza comme une entité hostile ouvre droit à l'encerclement de Gaza pour la sécurité existentielle du pays qui s'estime menacé, à savoir Israël. Donc existe le blocus comme problème humanitaire ou comme problème juridique, puisque c'est la déclaration d'entité hostile qui semble ouvrir droit à cette qualification. Dès lors qu'il s'agit d'une entité hostile, on est en droit de l'attaquer. Mais qui attaque-t-on? Le Hamas n'est pas une armée, mais il serait tout à fait irresponsable d'oublier que le Hamas est aussi une force combattante. Il y a des combattants aguerris, entraînés, qui utilisent les méthodes de guérilla, qui se cachent dans des hôpitaux, dans des lieux civils, et qui de toute façon, par essence, sont indistinctement mêlés aux populations civiles, parce que c'est là qu'ils habitent, parce que c'est là qu'ils résident, qu'ils travaillent le reste du temps lorsqu'ils ne sont pas forcément des combattants professionnels. Donc on voit que dans une situation comme ça, la question du droit humanitaire ne nous aide guère. Par ailleurs, un aspect du droit humanitaire qui avait fait débat au sein de l'UNICEF, nous demandions, parce que nous étions présents à Gaza sans d'ailleurs pouvoir y faire grand-chose, mais enfin nous étions là, et nous demandions quel type d'appel on pouvait lancer en pleine rage guerrière, en pleine furie combattante, quel type d'appel on pouvait lancer. Certains d'entre nous voulaient qu'au moins le minimum vital soit conservé, c'est-à-dire qu'on laisse les Gazaouis chercher un refuge en dehors des zones de combat. On dit qu'on ouvre une frontière et qu'on laisse partir les gens. C'est une préoccupation humanitaire qui s'appuie sur du droit positif, en l'occurrence, parfaitement légitime en elle-même. Mais moi, il me semblait, ça a été l'objet d'un débat assez difficile, il me semblait que inciter à l'ouverture des frontières de Gaza pour pousser les Gazaouis à l'exode, c'était en quelque sorte faire le travail des Israéliens, puisque Gaza, c'est déjà trois quarts de réfugiés qui sont venus de l'Israël intramuros, et d'ailleurs, disons, de la Palestine, d'autres endroits de la Palestine historique. Alors, les inciter à partir pour s'abriter des combats, c'était en quelque sorte parachever le boulot. Donc nous étions pris dans une contradiction totale, dans les mâchoires de la guerre.